porte en chêne massif claqua avec une violence inouïe. Le bruit résonna dans la petite maison de pierre comme un coup de tonnerre. Hélène resta figée au milieu du salon. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la porte elle-même. Ses 3 enfants la regardaient avec de grands yeux effrayés. Son mari venait de partir. Il avait pris sa valise et claqué la porte de leur mariage, de leur famille, de leur vie. À cet instant précis, Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. L'angoisse lui serra la gorge, mais elle ravala ses larmes. Elle ignorait encore que ce départ tragique n'était pas une fin, mais le début éclatant d'une existence qu'elle n'aurait jamais osé imaginer. Le village de Saint-Flour, niché au cœur des montagnes d'Auvergne, était un endroit où les hivers étaient rudes et les secrets impossibles à garder. Hélène, 28 ans, y avait trouvé refuge des années plus tôt avec Laurent. Elle portait en elle les cicatrices invisibles de son enfance. Abandonnée à 5 ans, placée dans un orphelinat lugubre de Lyon, puis adoptée et rejetée par une famille bourgeoise qui préférait partir vivre à l'étranger. De cette époque sombre, Hélène n'avait gardé qu'une chose, un besoin viscéral de dessiner sa douleur. Laurent, de 7 ans son aîné, était apparu comme un sauveur. Beau parleur, il lui avait promis la sécurité. Mais 10 ans et 3 enfants plus tard, la vérité était cruelle. Laurent était un homme paresseux, égoïste, qui détestait la vie de famille. Il laissait Hélène s'épuiser entre ses ménages matinaux à la mairie et ses après-midi à la fromagerie locale. Leur amour n'était plus qu'une illusion flétrie. La lumière crépusculaire filtrait à travers les rideaux usés de la cuisine. Hélène frotta ses yeux cernés de fatigue. La porte d'entrée s'ouvrit dans un grincement familier. Thomas, son fils aîné de 9 ans, se tenait sur le seuil. Son visage était couvert de boue et son regard fuyait celui de sa mère. Hélène sentit son souffle se bloquer lorsqu'elle remarqua la manche déchirée de son blouson bleu marine. Ce vêtement, elle l'avait acheté en économisant pendant des mois. L'argent manquait cruellement. Chaque centime était compté pour acheter du lait, du pain et quelques légumes au marché. La déchirure était immense. Le tissu pendait lamentablement. Lucas, le cadet, se tenait derrière son frère avec un sourire nerveux. Il savait que la nouvelle allait provoquer une tempête. Dans cette maison, la tension était permanente. Laurent, leur père, ne supportait pas le moindre écart. Hélène regarda la veste avec un sentiment de désespoir profond. Elle savait qu'elle ne pourrait pas la remplacer avant l'hiver. La petite Chloé, 5 ans, s'accrocha à la jupe de sa mère en sentant l'anxiété envahir la pièce. Thomas renifla bruyamment et baissa la tête. Il murmura des excuses inaudibles. Hélène n'eut pas la force de crier. Elle s'agenouilla doucement devant son fils, touchant le tissu déchiré. L'angoisse financière était une bête sauvage qui la rongeait de l'intérieur. Elle savait que lorsque Laurent rentrerait, la soirée se transformerait en un véritable cauchemar. La précarité de leur vie explosait au visage d'Hélène à travers ce simple bout de tissu abîmé. L'horloge murale égrenait les secondes dans un silence pesant. Hélène tentait de recoudre la manche à la lumière faible d'une lampe de chevet. Le fil glissait entre ses doigts abîmés par les produits d'entretien. Soudain, des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Laurent apparut dans l'encadrement de la porte. Il portait son éternel pull gris, une expression de mécontentement gravée sur le visage. Il jeta un regard froid vers la chambre où les enfants dormaient. Un soupir de soulagement s'échappa de ses lèvres en constatant qu'il n'aurait pas à les supporter. Depuis des mois, il s'éloignait d'eux. Il agissait comme si sa propre famille était une maladie contagieuse. Il se dirigea vers le réfrigérateur avec une nonchalance méprisante. Il cherchait de quoi se remplir l'estomac, sans un mot pour sa femme. Hélène serra les dents. La rancœur montait en elle comme une marée sombre. Laurent ne donnait presque rien de son salaire pour la maison. Lorsqu'elle implorait son aide, il lui reprochait d'avoir voulu une famille nombreuse. Il ouvrit le frigo et attrapa le dernier yaourt à la fraise, celui qu'Hélène gardait précieusement pour le petit déjeuner de Chloé. La colère explosa. Hélène se leva d'un bond, la chaise raclant violemment le plancher en bois. Elle s'avança vers lui, les poings serrés, le regard enflammé. Elle lui arracha le yaourt des mains avec une force insoupçonnée. Laurent la dévisagea abasourdi.
L'atmosphère de la cuisine devint électrique, chargée d'une haine longtemps étouffée. Laurent laissa échapper un rire sarcastique qui glaça le sang d'Hélène. Il recula d'un pas, les bras croisés, affichant un air de supériorité insupportable. Il déclara d'une voix cinglante qu'il en avait assez de cette vie de misère. Il la regarda de haut en bas avec dégoût, comme si elle était responsable de tous ses échecs. Il se tourna vers la chambre, attrapa une valise en cuir noir sous le lit conjugal et commença à jeter ses affaires pêle-mêle. Hélène resta pétrifiée. Elle comprit soudain l'ampleur de la situation. Ce n'était pas une dispute ordinaire, il partait pour de bon. Avec une fierté mal placée, Laurent avoua qu'il avait trouvé quelqu'un d'autre, une femme qui comprenait ses besoins, une femme qui ne l'étouffait pas avec des cris d'enfants et des factures impayées. Il s'agissait de Sylvie, la nouvelle secrétaire de la scierie locale, une femme connue pour son ambition cruelle. Les enfants s'étaient réveillés. Thomas, Lucas et Chloé se tenaient dans le couloir, silencieux comme des ombres. Laurent ferma sa valise d'un coup sec. Il bomba le torse, se croyant triomphant, mais en voulant sortir avec prestance, le destin s'en mêla. Son pied accrocha une vieille latte de parquet déchaussée qu'Hélène lui demandait de réparer depuis 1 an. Laurent s'étala de tout son long dans un fracas ridicule. La valise glissa sur le sol. Hélène ne put retenir un éclat de rire nerveux. Ce rire libérateur contamina les garçons. Laurent, rouge de honte et de fureur, se releva péniblement. Il ramassa sa dignité brisée et disparut dans la nuit, jurant de ne jamais revenir. La nuit engloutit la maison dans un silence profond. Une fois les enfants rassurés et recouchés, Hélène s'effondra sur le canapé usé du salon. Les larmes, qu'elle avait retenues toute la soirée, coulèrent enfin. Elle brûlait, ses joues froides. Elle pleurait sur ses illusions perdues, sur la jeunesse qu'elle avait sacrifiée pour un homme lâche. Mais au bout de quelques heures, l'angoisse fit place à une clarté étrange. La lune éclairait la pièce d'une lumière argentée. En regardant autour d'elle, Hélène réalisa une chose fondamentale. L'atmosphère de la maison semblait soudain plus légère. L'oppression constante avait disparu avec Laurent. Il était comme un 4e enfant, exigeant, capricieux, refusant de couper du bois ou de réparer les fuites. Désormais, elle était seule maître à bord. La peur du lendemain était bien réelle, mais elle était accompagnée d'un sentiment de liberté vertigineux. Elle essuya ses larmes d'un revers de manche. Elle se leva, marcha vers la cuisine et commença à préparer la pâte pour le lendemain. Le parfum de la levure et de la farine la réconforta. Elle pétrissait la pâte avec une énergie nouvelle. Chaque geste était une affirmation de sa volonté de survivre. Elle n'allait pas sombrer. Pour Thomas, pour Lucas, pour Chloé, la tempête venait de dévaster son ancienne vie, mais elle laissait un terrain vierge, prêt à accueillir de nouvelles fondations. Au lever du jour, Hélène était une femme différente. Le fantôme de son mariage n'allait pas la détruire. Le soleil matinal inonda la cuisine de ses rayons dorés. La petite Chloé apparut, les cheveux ébouriffés, serrant son doudou contre son cœur. Elle regarda sa mère avec un sourire radieux. Hélène l'accueillit avec un baiser chaleureux sur le front. Bientôt, les garçons les rejoignirent. L'ambiance était incroyablement joyeuse. Ils se mirent tous ensemble à façonner des brioches. La farine volait dans l'air, se déposant sur leur nez, et leur rire résonnait contre les murs de pierre. C'est à ce moment précis que la porte s'ouvrit à la volée. Juliette, la meilleure amie d'Hélène, fit irruption dans la pièce. Elle travaillait à la boulangerie du village et possédait un caractère de feu. Grande, flamboyante, avec un rire qui s'entendait à des kilomètres, Juliette était la tornade dont la maison avait besoin. Elle posa 3 pains au chocolat sur la table rustique. Les enfants poussèrent des cris de joie. Juliette regarda Hélène avec une intensité protectrice. Elle devinait que quelque chose avait changé. La disparition des chaussures de Laurent dans l'entrée ne lui avait pas échappé. Elle envoya les enfants jouer dans le salon pour parler sérieusement. Juliette s'assit face à Hélène, ses yeux sombres scrutant son amie. Elle posa ses mains sur la table, prête à entendre la vérité, prête à déclencher la guerre si nécessaire. L'amitié qui les unissait était indestructible. Juliette était la sœur qu'Hélène n'avait jamais eue, son pilier dans ce village reculé d'Auvergne. Hélène versa 2 tasses de café brûlant. La vapeur s'élevait en volutes délicates.
Elle raconta la soirée de la veille avec une voix calme, presque détachée. Juliette serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Elle laissa éclater sa colère avec des mots fleuris, maudissant Laurent sur 5 générations. Elle n'avait jamais aimé cet homme. Elle le trouvait arrogant et manipulateur. Elle félicita Hélène de ne pas avoir cédé à la panique. Selon Juliette, ce départ était une bénédiction déguisée. Hélène sourit timidement. Elle avoua qu'elle ressentait un immense soulagement. Après le départ de Juliette, Hélène se lança dans un grand nettoyage de printemps. Elle frotta les sols, ouvrit toutes les fenêtres pour chasser l'odeur de tabac froid de Laurent. Elle déplaça les meubles, réaménageant l'espace pour que les garçons aient un vrai coin bureau. Le lit de Chloé fut installé dans sa chambre. Pompon, le vieux chat roux et obèse de la famille, l'observait avec méfiance depuis le poêle à bois. Il finit par descendre avec lourdeur, inspectant les nouveaux arrangements avec des miaulements exigeants. Hélène lui servit une double ration de pâté pour s'excuser du dérangement. La maison respirait enfin. Les murs semblaient plus clairs, l'air plus pur. La journée s'acheva sur un dîner joyeux. Les enfants mangeaient avec appétit, riant aux éclats. Hélène les regardait, le cœur gonflé d'amour. La vie sans lui n'était pas une tragédie, c'était une renaissance inespérée. Quelques semaines s'écoulèrent, marquant un rythme nouveau. Ce matin-là, Hélène marchait vers le marché du village avec ses 3 enfants. L'air vif de l'automne piquait leurs joues. Ils portaient des sacs de provisions, l'atmosphère était légère. Thomas et Lucas se taquinaient, Chloé tenait fièrement un petit sachet de bonbons. Soudain, Thomas s'arrêta net. Hélène faillit trébucher. En levant les yeux, elle vit Laurent avancer vers eux, le bras fermement accroché à celui de Sylvie. Sylvie portait un manteau rouge voyant et fixait Hélène avec une arrogance non dissimulée. Le sang d'Hélène se glaça, mais elle redressa les épaules. Elle n'allait pas fuir. Laurent tenta une approche pathétique, reprochant à Hélène d'utiliser les enfants pour attirer son attention. La stupidité de la remarque laissa Hélène sans voix pendant une seconde. Puis, une colère froide et tranchante prit le dessus. Elle regarda Laurent avec un mépris absolu. Devant ses enfants, elle garda un ton calme mais mortellement sarcastique. Elle lui demanda s'il se croyait assez important pour qu'elle change de trottoir. Elle s'adressa ensuite directement à Sylvie avec un sourire glacé, lui rappelant que Laurent avait désormais 3 pensions alimentaires à payer. Le visage de Sylvie se décomposa instantanément. Elle se tourna vers Laurent, hurlant qu'il lui avait juré que la maison lui appartenait. Hélène ne resta pas pour écouter la dispute. Elle reprit sa marche, la tête haute, ses enfants formant un bouclier protecteur autour d'elle. Elle venait de remporter sa première véritable bataille. Le lendemain, Hélène se rendit à la ville voisine avec Juliette. Le ciel était gris, lourd de nuages menaçants. Elle franchit les portes du tribunal judiciaire avec une détermination farouche. Le greffier enregistra sa demande de divorce pour faute et sa requête pour la pension alimentaire. Juliette la soutenait à chaque étape, l'encourageant à ne rien céder. Sur le chemin du retour, dans la vieille Peugeot de Juliette, Hélène repensa à son passé. Les souvenirs de l'orphelinat de Lyon remontèrent à la surface. La froideur des dortoirs, le rejet de ses parents adoptifs. À l'époque, la directrice de l'établissement lui avait dit que personne ne l'attendait plus. Hélène s'était murée dans le silence, trouvant son unique réconfort dans le dessin. Elle noircissait des carnets entiers de paysages tourmentés et de portraits mélancoliques. Un psychiatre avait même déclaré que son talent était alimenté par une douleur physique, une souffrance de l'âme si profonde qu'elle devait s'exprimer par l'art. Ce don, elle l'avait enfoui profondément lorsqu'elle avait rencontré Laurent, croyant qu'il la sauverait de ses démons. Aujourd'hui, en signant ses papiers de divorce, elle effaçait la dernière erreur de sa jeunesse. Le juge n'hésita pas longtemps lors de l'audience préliminaire. Laurent, arrogant et désinvolte, tenta de plaider qu'il n'avait jamais voulu d'enfant. Cette erreur stratégique devant une juge sévère lui coûta très cher. La pension fut fixée avec effet rétroactif. La victoire d'Hélène était totale, mais le combat pour l'indépendance ne faisait que commencer. La soirée de célébration se déroula dans le jardin d'Hélène. Les flammes du brasero dansaient, projetant des ombres chaudes sur les murs de pierre. Les enfants, épuisés par leur jeu, dormaient déjà à poings fermés.
Juliette avait apporté une excellente bouteille de vin rouge pour fêter le jugement. L'atmosphère était intime, presque magique, mais le regard de Juliette trahissait une profonde tristesse. Après quelques verres, elle finit par craquer. Des larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. Elle confia à Hélène que son cœur était brisé. Antoine, le capitaine de gendarmerie qui l'avait sauvée des griffes de son ex-mari violent à Lyon, ne donnait plus de nouvelles. Juliette l'aimait en secret, mais la peur l'avait poussée à le repousser. Elle craignait qu'il ne s'attache à une femme brisée. Hélène écouta son amie avec une tendresse infinie. Elle lui prit la main, lui murmurant des paroles de réconfort. Elle la poussa à croire en son bonheur, à ne pas laisser la peur dicter son avenir. Tard dans la nuit, Hélène raccompagna Juliette jusqu'au portail. L'air était glacé, le silence du village endormi était absolu. En refermant la grille, Hélène entendit un bruissement étrange provenant des buissons bordant le chemin. Un frisson parcourut son échine. Elle s'avança prudemment, le cœur battant à tout rompre. L'obscurité cachait un secret que le destin venait de déposer à sa porte. Une forme recroquevillée tremblait violemment dans l'ombre du grand chêne. Hélène avança d'un pas hésitant, plissant les yeux dans l'obscurité. Une odeur de terre humide et de misère flottait dans l'air. Elle découvrit une femme âgée, vêtue de haillons méconnaissables. Ses cheveux gris étaient emmêlés en nœuds inextricables, recouverts de boue séchée. La vieille dame leva des yeux terrorisés vers Hélène. Son visage, bien que creusé par la faim et la fatigue, conservait une dignité étrange, presque aristocratique. Hélène s'agenouilla doucement sur l'herbe humide. Elle lui demanda son nom avec une voix douce, comme on parle à un oiseau blessé. La femme se mit à pleurer, des sanglots silencieux qui déchiraient l'âme. Elle murmura qu'elle ne savait plus. Son identité, sa vie, ses souvenirs, tout avait été effacé. Elle errait depuis des mois. Les habitants des autres villages l'avaient chassée comme un chien errant. Hélène baissa les yeux et eut un mouvement de recul en voyant les pieds nus de l'inconnu. Ses chaussures n'étaient plus que des lambeaux de tissu, ses plantes de pied étaient à vif, couvertes de plaies purulentes et de sang séché. C'était un miracle qu'elle puisse encore tenir debout. L'instinct maternel et protecteur d'Hélène prit le dessus sur la peur. Elle ne pouvait pas détourner le regard. Laisser cet être humain mourir de froid devant sa porte était impensable. Elle se releva, tendit une main ferme et ordonna à la vieille dame de la suivre. La chaleur du poêle à bois enveloppa la vieille dame dès qu'elle franchit le seuil. Hélène prépara le canapé avec des couvertures propres et douces. Elle fit couler de l'eau chaude dans une bassine en zinc pour nettoyer les blessures de son invité. Avec une délicatesse infinie, elle retira les lambeaux de tissu qui servaient de chaussures. L'eau se teinta immédiatement de rouge et de terre. La femme ferma les yeux, savourant cette attention inespérée. Hélène désinfecta chaque plaie, appliquant une pommade apaisante avant de bander les pieds meurtris. Pendant les soins, Hélène posa quelques questions douces. L'inconnu expliqua qu'elle s'était inventé le nom de Madeleine pour éviter d'effrayer les gens. Elle raconta avoir ressenti une douleur fulgurante à la tête des mois auparavant, une bosse sous le crâne, puis le trou noir absolu. En observant les mains de Madeleine, Hélène remarqua que ses doigts étaient fins, sans callosité, les ongles autrefois parfaitement entretenus. Cette femme ne venait pas de la misère. Elle appartenait à un monde privilégié, brutalement arraché à sa vie. Hélène lui prêta une chemise de nuit en flanelle et un vieux peignoir épais. Elle lui servit un bol de soupe fumante au potiron. Madeleine mangea lentement, avec une politesse raffinée qui confirmait les soupçons d'Hélène. Épuisée, la vieille dame s'allongea sur le canapé. La fièvre la faisait trembler, mais elle murmura un merci si profond qu'il tira des larmes aux yeux d'Hélène. Le lendemain matin, Madeleine ouvrit les yeux avec effroi. La terreur de la rue ne la quittait jamais vraiment. Mais au lieu de l'hostilité habituelle, elle découvrit 3 paires d'yeux curieux fixés sur elle. Thomas, Lucas et Chloé se tenaient en rang d'oignons devant le canapé. Ils l'observaient en silence, fascinés par cette étrangère apparue dans la nuit. Madeleine tenta de se redresser, mais la douleur et la fièvre la clouèrent sur place. Elle esquissa un sourire tremblant, s'attendant à être rejetée. Thomas s'avança sans aucune crainte.
Il demanda avec le sérieux d'un médecin de campagne si elle était très malade. Lucas ajouta fièrement que leur mère était la meilleure infirmière du monde, capable de guérir toutes les blessures. La petite Chloé courut vers la cuisine en criant pour alerter Hélène. Cette dernière arriva avec un thermomètre et un plateau de petit déjeuner. Madeleine sentit une boule se former dans sa gorge. La pureté de ses enfants, leur absence totale de jugement, réchauffa un cœur gelé par des mois de solitude. Hélène chassa gentiment les garçons pour examiner la fièvre. La température était alarmante. Madeleine attrapa la main d'Hélène avec une force surprenante pour son âge. Elle murmura que la vie la récompenserait pour cette bonté. Hélène sourit tristement. Elle n'attendait aucune récompense. Elle savait ce que signifiait être abandonnée et invisible. Elle se jura de protéger cette femme jusqu'à ce qu'elle retrouve la mémoire et sa famille. Une semaine s'écoula lentement. Les soins constants d'Hélène, aidés par les remèdes de Juliette, firent des miracles. La fièvre de Madeleine tomba et ses blessures commencèrent à cicatriser. La vieille dame refusait catégoriquement d'être un fardeau. Dès qu'elle put tenir sur ses jambes, elle exigea de participer à la vie de la maison. Le soir même, alors qu'Hélène préparait le repas avec épuisement, elle entendit un murmure provenant du salon. Madeleine s'était assise à côté de Thomas, dont le visage était enfoui dans ses mains à cause d'un devoir de mathématiques insurmontable. Le garçon détestait l'école, persuadé d'être stupide à cause des remarques cinglantes de son institutrice. Madeleine prit le cahier avec élégance. Sa voix changea. Elle devint posée, autoritaire mais incroyablement douce, comme une enseignante de haut vol. Elle expliqua les fractions avec une logique implacable, utilisant des exemples visuels qui captivèrent l'esprit de Thomas. Le garçon, d'ordinaire si dissipé, l'écoutait avec une concentration religieuse. Hélène observait la scène depuis la cuisine, subjuguée. La façon dont Madeleine s'exprimait, son vocabulaire riche, sa méthode pédagogique parfaite, tout indiquait un passé intellectuel brillant. L'amnésie lui avait volé son histoire, mais pas ses compétences. Ce soir-là, Thomas termina ses devoirs sans verser une seule larme. Hélène comprit que le destin lui avait envoyé bien plus qu'une personne à sauver. Elle avait accueilli l'ange gardien dont sa famille avait désespérément besoin. Les résultats ne se firent pas attendre. En quelques semaines, l'attitude de Thomas à l'école se métamorphosa. Son institutrice, Madame Mercier, connue pour son humeur massacrante, cessa de le prendre pour cible. Thomas levait la main, répondait aux questions avec assurance et ses notes grimpaient en flèche. Un soir, il rentra avec un 20/20 en mathématiques, le visage rayonnant de fierté. Il courut l'annoncer à Madeleine, qui l'accueillit avec des applaudissements mesurés mais sincères. L'influence bienveillante de la vieille dame s'étendait également à Lucas et Chloé. Le rituel du coucher avait radicalement changé. Fini les courses folles dans les couloirs. Désormais, les enfants se rassemblaient autour du fauteuil de Madeleine. Elle leur racontait des histoires extraordinaires, pas des contes de fées ordinaires, mais des épopées historiques. Elle parlait des rois de France de la Révolution, des grands explorateurs, avec une précision et un souffle narratif dignes d'une grande professeure d'université. Sa mémoire encyclopédique était intacte, seul le lien avec sa propre identité était brisé. Hélène trouvait la maison d'une propreté éclatante en rentrant du travail. Les légumes étaient épluchés, la table dressée. L'ordre et la sérénité régnaient en maître. L'atmosphère tendue imposée par Laurent n'était plus qu'un lointain cauchemar. Hélène, allégée du poids écrasant du quotidien, commença à retrouver le sourire. Ses traits se détendirent. La jeune femme épuisée laissait place à une beauté lumineuse qui ne demandait qu'à éclore. Un dimanche après-midi, la pluie martelait les vitres du salon. Les enfants jouaient sagement dans leur chambre. Madeleine s'approcha d'Hélène qui lisait près de la cheminée. La vieille dame l'observa longuement, ses yeux noirs pétillant d'une expertise secrète. Elle proposa avec une douceur teintée d'autorité de changer la coiffure d'Hélène. Elle assura qu'une coupe courte et une frange effilée mettraient en valeur ses grands yeux expressifs. Hélène, d'abord réticente, se laissa convaincre par l'enthousiasme de Madeleine. Elles s'enfermèrent dans la salle de bain, transformée pour l'occasion en salon de beauté.
Le bruit des ciseaux claquait avec une précision redoutable. Madeleine maniait les outils avec une dextérité fascinante, comme si ses mains possédaient leur propre mémoire professionnelle. Elle suggéra même une couleur légèrement plus foncée pour rehausser le teint porcelaine d'Hélène. Lorsque le travail fut terminé, Hélène fixa son reflet dans le miroir embué. Elle en eut le souffle coupé. La femme fatiguée et terne avait disparu. À sa place se tenait une femme moderne, élégante, vibrante de vie. L'après-midi même, Juliette débarqua pour prendre le thé. En voyant Hélène, elle lâcha son plateau de pâtisserie sous le choc. Elle hurla de joie, affirmant qu'Hélène ressemblait à une star de cinéma. Madeleine observait la scène avec un sourire mystérieux. Ses mains d'or cachaient le secret de son ancienne vie, une vie liée à la beauté et au raffinement absolu. Le soir tombait sur le village lorsque la voiture bleue de la gendarmerie se gara devant la maison. Antoine franchit le portail. Il portait des vêtements civils, mais sa carrure athlétique trahissait sa profession. Juliette, rouge de confusion, bafouilla quelques mots de bienvenue. Hélène invita le gendarme à s'installer à la table rustique pour partager le dîner. Antoine était venu pour enquêter discrètement sur Madeleine. Il observa la vieille dame avec une bienveillance professionnelle. Après le repas, il sortit un carnet et un appareil photo. Il posa des questions ciblées, espérant déclencher un flash de mémoire. Mais rien n'y fit. Le mur de l'amnésie restait infranchissable. Antoine prit plusieurs clichés du visage digne de Madeleine. Il expliqua à Hélène qu'il allait envoyer ses photos à toutes les brigades de France et utiliser ses contacts dans les hôpitaux de Lyon et Paris. Il était convaincu qu'une femme de cette classe sociale était forcément recherchée. L'enquête officielle prendrait du temps, mais il promit de ne rien lâcher. Au fil de la soirée, l'ambiance se détendit. Antoine discutait passionnément avec les enfants, organisant même un bras de fer ludique avec Thomas. Mais ses yeux cherchaient constamment le regard de Juliette. La complicité entre eux crevait les yeux. Avant de partir, Antoine frôla la main de Juliette, un geste subtil mais lourd de promesses. Hélène sourit dans l'ombre. L'amour flottait dans l'air froid de l'Auvergne, prêt à réchauffer les cœurs meurtris. Une semaine plus tard, un coup violent ébranla la porte d'entrée. Il était tard. Hélène sursauta, le cœur battant à la chamade. Elle ouvrit prudemment. Laurent se tenait sur le perron, vacillant, empestant l'alcool et la défaite. Ses vêtements étaient froissés, son visage empâté par la colère. Il exigea d'entrer, clamant que la maison était à moitié la sienne. Sylvie, la maîtresse pour qui il avait tout sacrifié, l'avait jeté à la rue après avoir découvert qu'il était incapable d'assumer son train de vie. Le pathétique de la situation sauta aux yeux d'Hélène. Laurent s'attendait à ce qu'elle fonde en larmes et le supplie de revenir, comme la femme soumise qu'elle était autrefois. Mais il remarqua soudain sa transformation physique. Son nouveau visage, son assurance flamboyante le déstabilisèrent. Il tenta un sourire charmeur, balbutiant qu'il pouvait tout recommencer. Hélène le fixa avec une froideur polaire. Elle ne ressentait plus ni haine ni tristesse, juste une indifférence abyssale. Elle lui rit au nez un rire cristallin, dépourvu de toute méchanceté, mais mortellement humiliant pour son égo. Elle lui annonça calmement que la serrure avait été changée, que la maison lui appartenait légalement et qu'il n'était plus le bienvenu. Elle referma la lourde porte de chêne, poussant le verrou avec satisfaction. Dehors, Laurent hurla sa rage dans la nuit étoilée. À l'intérieur, Hélène respira profondément. Le chapitre de son mariage toxique était définitivement clos. Elle était libre. Le samedi suivant, une agitation joyeuse régnait dans la maison. Les enfants avaient décidé de nettoyer le grenier poussiéreux sous la supervision de Madeleine. Entre les vieux cartons et les meubles cassés, Thomas fit une découverte intrigante. Il tira un lourd carton à dessin, relié par des rubans de soie noire. Curieux, il l'ouvrit au milieu du salon. Une nuée de feuilles jaunies s'échappa. Hélène, qui revenait du marché, se figea sur le pas de la porte. Son passé venait de refaire surface. Madeleine s'approcha, ses yeux s'écarquillant de stupeur devant les œuvres étalées sur le tapis. Il y avait des portraits, au fusain, des paysages, à l'encre de Chine, des visages d'enfants criant de solitude.
L'un des dessins montrait un chaton misérable sous une pluie battante, le regard chargé d'une tristesse humaine insoutenable. La puissance émotionnelle des traits était phénoménale. Les ombres et la lumière s'entrechoquaient avec une maîtrise terrifiante. Les enfants regardèrent leur mère avec admiration, ignorant la douleur qui se cachait derrière chaque coup de crayon. Madeleine s'agenouilla avec peine, caressant le papier rugueux. Elle leva des yeux embués de larmes vers Hélène. Elle demanda, d'une voix tremblante qui avait réalisé de tels chefs-d'œuvre. Hélène, la voix nouée, avoua que c'était elle. Des dessins de son époque à l'orphelinat de Lyon, un moyen de survie psychologique lorsqu'elle se croyait jetée aux ordures par le monde entier. Madeleine se leva, le visage illuminé par une révélation. Elle saisit les mains rugueuses d'Hélène et les serra fort. Elle lui déclara avec une autorité absolue qu'elle commettait un crime en cachant un tel don. Ses œuvres n'étaient pas les gribouillages d'une âme blessée, c'étaient les créations d'une artiste magistrale. Hélène éclata en sanglots. Toute la douleur refoulée de son enfance remonta à la surface. Elle raconta l'abandon de ses parents adoptifs, le retour humiliant à l'orphelinat, la directrice au cœur de pierre. Elle avait brûlé la plupart de ses toiles le jour de sa majorité, persuadée que son talent était maudit. Madeleine l'écouta avec une compassion maternelle qu'Hélène n'avait jamais connue. La vieille dame lui essuya les larmes avec son pouce. Elle lui fit jurer de ne plus jamais étouffer sa lumière intérieure. Les épreuves de la vie avaient forgé cette sensibilité unique. Il était temps de transformer cette douleur ancienne en une beauté absolue. Hélène sentit un verrou sauter dans son esprit. Les mots de Madeleine agissaient comme un baume guérisseur. Le soir, une fois le calme revenu, Hélène resta seule dans la cuisine. Elle fixa longtemps ses mains, imaginant la texture de la peinture à l'huile. Une flamme oubliée brûlait à nouveau. Elle comprit qu'elle devait peindre pour exister, pour respirer, pour honorer la femme forte qu'elle était devenue. Le lendemain, Hélène vida ses maigres économies pour acheter des fournitures artistiques dans la grande ville voisine. Elle rentra chargée de toiles vierges, de pinceaux en poil fin, de tubes de peinture acrylique et de chevalets. La chambre d'amis fut transformée en atelier de fortune. Une odeur puissante de térébenthine et d'huile de lin envahit rapidement la maison. Hélène commença à peindre avec une frénésie incontrôlable. Elle travaillait la nuit, à la lumière d'une lampe blafarde, quand le silence était total. La toile blanche absorbait ses cauchemars et ses espoirs. Les couleurs jaillissaient, vibrantes, sauvages. Elle peignait la rudesse des montagnes auvergnates, la douceur du visage de Chloé endormie, la résilience inscrite dans les rides de Madeleine. Chaque coup de pinceau était une délivrance, une thérapie brutale et magnifique. Le matin, elle allait travailler, épuisée, mais l'esprit incroyablement clair. Madeleine et les enfants respectaient ce sanctuaire de création. Ils regardaient l'évolution des toiles avec émerveillement. Hélène ne se sentait plus comme une simple mère célibataire luttant pour boucler les fins de mois. Elle était une créatrice de monde. L'art ne lui rendait pas son argent, mais il lui restituait sa dignité et sa fierté. Elle renaissait de ses cendres, brillante et indomptable. Le village jasait sur les lumières allumées tard dans la nuit chez Hélène, mais elle n'en avait plus rien à faire. Le mois d'août arriva, apportant avec lui la grande fête estivale du village. La place de la mairie était couverte de guirlandes lumineuses, de stands de tir et d'étals de nourriture. La musique d'un orchestre champêtre résonnait dans toute la vallée. Les enfants d'Hélène, excités comme des puces, supplièrent leur mère de les emmener. Mais Hélène était absorbée par une immense toile qui réclamait toute son attention. Elle confia sa progéniture à Juliette et Madeleine, préférant rester seule avec ses démons de couleur. La maison retomba dans un silence absolu, seulement troublé par le frottement du pinceau sur la toile rugueuse. La nuit s'épaississait. Vers 22 heures, le bruit d'un moteur puissant déchira le silence de la rue déserte. Une berline noire, aux vitres teintées, un véhicule inhabituel dans ce coin rural, s'arrêta devant le portail en fer forgé. Hélène posa sa palette, intriguée. Les phares balayèrent la façade de la maison. 2 hommes en descendirent. Elle reconnut la silhouette massive d'Antoine, le gendarme, mais il n'était pas seul.
L'homme qui l'accompagnait portait un long manteau d'été, d'une coupe parfaite, signe extérieur d'une richesse ostentatoire. Son allure élégante contrastait violemment avec la rusticité du décor. Hélène sentit son cœur accélérer. Elle essuya ses mains couvertes de peinture sur son tablier et se dirigea vers la porte, ignorant que l'inconnu qui s'avançait allait bouleverser l'équilibre de son univers tout entier. La porte s'ouvrit sur la nuit chaude. Antoine, l'air grave et fatigué, fit les présentations. Il expliqua que ses recherches intenses avaient finalement porté leurs fruits grâce à un contact dans un réseau de salons de beauté prestigieux à Paris. L'homme élégant à ses côtés, au visage tendu et aux yeux cernés de désespoir, s'appelait Alexandre. Il était un riche homme d'affaires parisien. À cet instant précis, le rire des enfants se fit entendre au bout de la rue. Madeleine, Juliette et les petits revenaient de la fête du village, les bras chargés de barbe à papa. La vieille dame marchait lentement, appuyée sur le bras de Juliette. En franchissant le portail, Madeleine s'arrêta brusquement. Le panier d'herbes aromatiques qu'elle tenait glissa de ses mains. Le bouquet de lavande s'écrasa sur les pavés. Le temps sembla suspendre son vol. La vieille dame chancela. Ses yeux noirs s'agrandirent, fixant l'homme au long manteau. Un choc électrique traversa son cerveau, brisant la muraille de son amnésie. Les souvenirs affluèrent avec la violence d'un torrent sauvage. Elle porta les mains à son visage et hurla d'une voix brisée, arrachée du fond de ses entrailles. « Alexandre, mon fils bien-aimé !» Alexandre poussa un cri déchirant. Il se précipita vers elle, ignorant la boue et les regards des villageois. Il s'effondra à genoux devant la vieille dame, enfouissant son visage dans les jupes de sa mère, secoué de sanglots incontrôlables. La cour de la maison résonnait des pleurs du fils retrouvé. Hélène, Juliette et Antoine observaient la scène, la gorge nouée par l'émotion. Une fois le premier choc passé, le petit groupe s'installa autour de la table de la cuisine, éclairée par la lumière tamisée. Alexandre tenait fermement la main de sa mère, craignant qu'elle ne disparaisse à nouveau en un clin d'œil. La voix brisée, il commença à raconter l'effroyable vérité. Madeleine, de son vrai nom, Madame d'Artois, était la fondatrice d'un immense empire de salons de haute coiffure à Paris. Alexandre, absorbé par l'expansion internationale de l'entreprise, avait épousé une jeune femme manipulatrice et vénale, nommée Béatrice. Madeleine, clairvoyante, avait percé à jour la vraie nature de sa belle-fille. Un soir d'hiver, alors qu'Alexandre était en voyage d'affaires à New York, Béatrice avait confronté Madeleine. La dispute avait dégénéré. Béatrice, dans un accès de rage meurtrière, avait frappé la vieille femme à la tête avec une statuette de bronze. Croyant l'avoir tuée, elle avait paniqué. Avec l'aide d'un complice, elle avait transporté le corps inconscient de Madeleine dans le coffre de sa voiture, roulant des centaines de kilomètres pour l'abandonner en pleine nuit sur une route déserte d'Auvergne, l'effaçant ainsi de la surface du monde. Le récit glaça le sang d'Hélène. La barbarie de cette trahison familiale dépassait l'entendement. Alexandre raconta son retour de New York, la découverte du sang nettoyé à la hâte et son enquête désespérée. Il avait ruiné sa santé et dépensé une fortune en détective privé pour retrouver sa mère. Béatrice était désormais derrière les barreaux, mais le vide laissé par la disparition de Madeleine le rongeait vivant. Il tourna son regard noir et intense vers Hélène. Ses yeux brillaient d'une gratitude incommensurable. Il réalisa que cette femme, qui luttait dans la précarité avec 3 enfants, avait sauvé la fondatrice d'un empire financier d'une mort certaine par le froid et la faim. Le silence s'abattit sur la cuisine. Chloé, réveillée par les voix, descendit les escaliers en se frottant les yeux. Elle s'approcha d'Alexandre, tenant fermement sa poupée préférée en chiffon. La petite fille, avec la pureté naïve de l'enfance, lui tendit le jouet usé. Elle lui demanda de ne pas emmener sa grand-mère d'adoption loin d'eux. Les larmes inondèrent le visage majestueux d'Alexandre. Il prit la poupée avec une révérence immense. Touché au plus profond de son âme par la générosité de cette famille, il déposa un baiser respectueux sur le front de Chloé. À cet instant, il comprit que sa mère n'avait pas seulement survécu. Elle avait trouvé un foyer vibrant d'un amour véritable, un amour que les dorures des salons parisiens n'avaient jamais pu lui offrir.
Alexandre décida de prolonger son séjour dans le village auvergnat. Il loua une chambre à la seule auberge des environs, mais passait toutes ses journées chez Hélène. L'homme d'affaires, habitué au stress étouffant des conseils d'administration, découvrait un rythme de vie paisible. Il aidait Thomas à fendre du bois, accompagnait Lucas à la pêche dans le torrent et laissait Chloé coiffer ses cheveux parfaits avec des barrettes colorées. Mais surtout, il observait Hélène, sa grâce naturelle, sa force tranquille face à l'adversité, son sourire mystérieux lorsqu'elle regardait ses toiles. Une alchimie puissante, silencieuse, s'installait entre le Parisien sophistiqué et la mère courageuse. Un après-midi, alors qu'Hélène était partie travailler, Alexandre s'aventura dans la chambre transformée en atelier. L'odeur de la peinture à l'huile le frappa. Il se tenait devant les chevalets, subjugué. Il était un collectionneur d'art redoutable, un esthète respecté dans les galeries de la capitale. En regardant les toiles d'Hélène, il ne vit pas le passe-temps d'une amatrice. Il vit du génie à l'état pur. Une profondeur psychologique rare, un maniement des clairs-obscurs, digne des grands maîtres du romantisme noir. Son cœur rata un battement. Cette femme fascinante cachait un volcan créatif. Le soir venu, au moment de repartir pour Paris avec Madeleine, qui avait promis aux enfants de revenir très vite, Alexandre serra la main d'Hélène. Son regard promettait bien plus qu'un simple au revoir. Il partait, mais il avait déjà un plan majestueux en tête. Les mois d'hiver passèrent, froids et rigoureux. La maison semblait vide sans la sagesse lumineuse de Madeleine et la présence rassurante d'Alexandre. Il s'appelait presque chaque soir, mais la distance pesait sur le cœur d'Hélène. Elle canalisa toute sa mélancolie et son désir inavoué dans son art. Ses toiles devenaient de plus en plus monumentales, de plus en plus intenses. Le village, quant à lui, préparait l'événement de l'année, le mariage de Juliette et Antoine. Hélène, choisie comme témoin de la mariée, s'imposa une trêve dans sa frénésie créatrice. Le jour J, le soleil printanier illuminait les vitraux de la petite église de pierre. Juliette était flamboyante dans sa robe de dentelle blanche, et Antoine rayonnait de fierté dans son uniforme de cérémonie. La fête se poursuivit dans la salle des fêtes communales, décorée de guirlandes champêtres. Hélène portait une robe émeraude simple, mais qui soulignait parfaitement sa silhouette affinée et sa coupe de cheveux toujours aussi moderne. Elle dansait avec ses enfants, souriant aux invités, mais ses yeux cherchaient désespérément la grande porte en bois. Elle espérait secrètement l'arrivée d'un visiteur inattendu. Le vin coulait à flots, la musique battait son plein. Hélène sortit discrètement dans la cour arrière pour respirer l'air frais et calmer le tumulte de son cœur. L'obscurité de la nuit enveloppait les montagnes. Elle ne se doutait pas que le danger rôdait dans les ombres. Une main brutale agrippa le bras d'Hélène avec une violence inouïe. Elle fut plaquée contre le mur crépi de la salle des fêtes. La laine chargée d'alcool fort lui frappa le visage. C'était Laurent. Défiguré par la haine, la barbe hirsute et le regard fou, il avait sombré dans la déchéance la plus totale depuis sa séparation avec Sylvie. Rongé par la jalousie en voyant Hélène resplendissante au bras d'un mariage, il exigeait de récupérer sa place, sa maison, sa femme. Il leva le poing, menaçant de détruire la beauté de celle qui avait osé lui survivre. Hélène se débattit, griffant son agresseur, refusant de se laisser réduire à la victime qu'elle était autrefois. Mais la force de l'ivresse rendait Laurent redoutable. Soudain, une ombre fulgurante surgit de l'obscurité. Laurent fut soulevé de terre avec une puissance implacable et projeté violemment dans les graviers de la cour. Hélène tomba à genoux, haletante. En levant les yeux, elle vit Alexandre. Il se tenait là, les poings serrés, le regard noirci par une fureur destructrice, prêt à anéantir l'homme qui avait osé toucher Hélène. Antoine, alerté par le bruit, sortit en trombe et menotta rapidement Laurent pour l'emmener au poste. Le silence retomba sur la cour. Alexandre s'agenouilla près d'Hélène. Il passa son manteau chaud sur les épaules tremblantes de la jeune femme. Ses mains caressèrent doucement ses joues. Il murmura qu'il ne la laisserait plus jamais seule. La promesse scella leur destin sous le ciel étoilé d'Auvergne. Alexandre ne repartit pas pour Paris seul. Il convainquit Hélène et les enfants de l'accompagner pour un week-end dans la capitale,
avec la complicité joyeuse de Madeleine. Le voyage en train à grande vitesse fut une aventure extraordinaire pour Thomas, Lucas et Chloé. Arrivés à la gare de Lyon, une voiture privée les conduisit non pas vers la luxueuse demeure d'Alexandre, mais vers le quartier historique du Marais. Le véhicule s'arrêta devant une prestigieuse galerie d'art contemporain. Les vitrines étaient couvertes d'immenses affiches stylisées. Hélène, assise à l'arrière, vit son propre nom imprimé en lettres d'or sur le verre immaculé. Hélène, les toiles oubliées. Son sang ne fit qu'un tour. Elle se tourna vers Alexandre, la bouche entr'ouverte, incapable de formuler une phrase. Il lui sourit avec une tendresse infinie, lui expliquant qu'il avait secrètement organisé une exposition de ses meilleures œuvres. Des mois de préparation dans le plus grand secret, il avait fait acheminer ses toiles par des professionnels. Les critiques d'art parisiens, les collectionneurs et la presse mondaine attendaient le vernissage avec impatience. Hélène tremblait de tous ses membres. La peur de l'échec la tétanisait. Mais Alexandre lui prit fermement la main. Il lui murmura que son talent n'appartenait plus à l'ombre de son grenier. Le monde devait voir la force de son âme, la douleur transmutée en or pur. Elle prit une grande inspiration et franchit la porte de la galerie. L'intérieur de la galerie était baigné d'une lumière sophistiquée, mettant en valeur chaque coup de pinceau, chaque nuance de mélancolie et d'espoir. La foule, élégante et murmurante, s'écarta pour laisser passer l'artiste. Les flashs des photographes crépitèrent comme une pluie d'étoiles. Hélène marchait sur un nuage. Les critiques l'entouraient, louant la brutalité poétique de son travail. Des pastilles rouges, signalant que les toiles étaient déjà vendues à des prix faramineux, s'alignaient près des cadres. Thomas, Lucas et Chloé regardaient leur mère avec des yeux émerveillés. Madeleine, royale dans son tailleur de soie, pleurait de joie en tenant le bras de son fils. C'était l'apothéose, la revanche éclatante d'une orpheline brisée par la vie. Au milieu de ce tourbillon mondain, Alexandre entraîna Hélène vers une salle plus isolée. La rumeur de la foule s'estompa. Il s'approcha d'elle, effleurant ses lèvres d'un baiser passionné qui balaya toutes les incertitudes du passé. Il lui déclara un amour profond, absolu, ancré dans le respect et l'admiration. Il lui proposa de quitter l'Auvergne, de s'installer avec lui dans une magnifique maison près de Paris, où elle aurait un véritable atelier de lumière. Il voulait élever ses enfants comme les siens, construire une forteresse de bonheur où plus rien ne pourrait les atteindre. Hélène ferma les yeux, buvant ses paroles. Sa vie ressemblait enfin à un conte de fées inespéré. Mais Hélène avait un secret, une vérité silencieuse qui battait au creux de son ventre depuis plusieurs semaines. Elle se détacha doucement de l'étreinte d'Alexandre. Son cœur tambourinait contre ses côtes. Elle craignait de briser ce moment parfait. Elle baissa les yeux, cherchant le courage de parler. Alexandre, sentant son anxiété, lui releva le menton d'un geste protecteur. Il exigea de savoir ce qui assombrissait soudainement son regard lumineux. Hélène prit une lente et profonde inspiration. Le parfum de peinture fraîche et de jasmin flottait autour d'eux. Elle planta ses yeux noisettes dans le regard pénétrant d'Alexandre. D'une voix frêle mais vibrante d'émotion, elle lui murmura le secret. Elle portait en elle le fruit de leur passion foudroyante, l'enfant de leur amour absolu. Un silence lourd et électrique s'installa. Alexandre resta pétrifié pendant une longue seconde, les yeux écarquillés. Hélène retint son souffle, redoutant un recul. Soudain, un rire puissant, chargé de larmes et de joie pure, éclata dans la petite salle. Alexandre la souleva de terre, la faisant tournoyer dans un vertige de bonheur. Il la serra contre son cœur, hurlant à qui voulait l'entendre qu'il était l'homme le plus chanceux de l'univers. À travers la porte vitrée, Madeleine et les enfants observaient la scène en souriant. Le passé douloureux était définitivement effacé, repeint aux couleurs de l'espoir et de la vie triomphante. L'orpheline rejetée par le monde était devenue une reine admirée, portée par la force incroyable de son amour maternel et de sa compassion aveugle envers une inconnue dans la détresse. L'enfant à naître serait le symbole de cette résurrection majestueuse. La vie, souvent cruelle, sait parfois récompenser ceux qui gardent leur cœur ouvert dans l'obscurité. Et vous, auriez-vous ouvert votre porte à une étrangère dans la nuit froide? Si cette histoire de courage,
de résilience et de triomphe vous a touché, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et à nous partager vos impressions dans les commentaires. Dadi, ça va.